Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour pour d'autres, bonsoir pour... Bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Je voudrais m'exprimer sur deux, trois sujets d'actualité. Bonjour à chacun d'entre vous depuis Paris. Vous avez mon bonjour fraternel, amical, un bonjour citoyen. Voilà, mes amis, pour les personnes qui sont là, faites-moi signe et puis je vais vous faire un coucou. Et puis je commence rapidement ce live avec vous. Pour ceux qui sont là, on commence le live. Pour ceux qui nous prendront en cours, ils vont nous prendre en cours. Pour ceux qui vont nous suivre plus tard, ils nous suivront plus tard. Voilà. Je suis Gouzen Aounou. Je vais essayer de me présenter. C'est pas de la prétention. Je pense qu'il est important de se présenter. Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais quand tu fais ton live, il faut que tu te présentes tout le temps, que tu dises que tu es Gouzen Aounou. Bon, voilà, je me dis que c'est ça, mais je le fais aussi pour, je vois, pardonnez-moi, je vois Ado Bâtisseur, bonjour à toi, je vois Olivia Winsper, bonjour à toi, Amadou, Daigoro Fonction, bonjour à toi, Ahmed Somaro, bonjour à toi. Je vais m'exprimer sur deux, trois sujets d'actualité rapidement. Je vous dirai un peu au fur et à mesure. Mais je veux qu'on puisse écouter aussi parce que c'est le sujet sur... il y a eu une intervention sur la chaîne NCI 360 degrés ou 360 degrés, je crois bien, si je ne me trompe pas. Je salue l'animateur principal qui est Dirasuba. Je salue aussi la jeune dame dont j'ai oublié le nom qui a animé la chaîne, mais je voulais intervenir dessus. Et puis, enfin, je m'exprimerai un peu sur cette situation du communiqué de l'école militaire de Côte d'Ivoire. Je m'exprimerai brièvement, pas trop, sur l'actualité un peu NCI 360. Merci Olivia Whisper, merci à toi. Et donc, je veux qu'on puisse écouter rapidement ensemble et puis on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre trop de temps. Ziwatara, bonjour. Grammarie, bonjour à toi. Je tiens à vous dire, parce que j'ai eu coucou, oui, Moussa Bamba, bonjour à toi. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais tu t'es pas exprimé encore sur la question des élections municipales et régionales, les élections à venir. Comme vous savez, moi je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, mon engagement c'est je dirais pas militer, mais de sensibiliser pour qu'on puisse parvenir à des élections apaisées dans notre pays. Mais c'est pas l'ordre de mon live avec vous aujourd'hui. Je m'exprimerai sur la question des élections à venir. Je ne dirai pas mon point de vue, mais je donnerai un résumé général sur l'ensemble du territoire. Et voilà, je m'exprimerai dessus, mais c'est pas aujourd'hui que je m'exprimerai sur ces questions-là. Tout sauf Babou. Ça, par contre, c'est pas sympa. De toute façon, on a 3 aînés. Bon, justement, il faut qu'on arrive à avoir un dialogue, un débat, même si on n'est pas d'accord avec les uns et les autres, mais de poser vraiment le vrai débat, le vrai sujet. Et moi, je pense que, comme je dis, je ne vais pas m'exprimer sur les élections à venir, mais les élections à venir, ce sont des élections locales. Donc, ça touche directement chaque population de chaque territoire précis. Donc, les élections municipales, ce sont des projets de communes. Les élections régionales sont des projets des régions. Et donc, on reviendra sur ça, le rôle du maire, le rôle du président de région et l'appui de l'État. Donc, vraiment pour que les citoyens puissent comprendre ce que c'est qu'une élection municipale, une élection régionale, et puis que les citoyens soient aussi des acteurs clés, des acteurs vrais du choix de leur vie. Parce qu'une élection municipale et régionale, c'est 5 ans. Donc, c'est 5 ans de notre vie, c'est 5 ans de votre vie. Et tout ça, on parlera de ça. Mais c'est pas l'ordre de ce direct. Donc, on va pas
Voilà, on va pas mélanger les sujets pour qu'on reste vraiment précis, qu'on se s'éparpille pas un peu dans l'analyse. On va écouter rapidement l'intervention, l'émission, et puis on va y aller. Et puis on va y aller, comme on dit, on va y aller chap-chap. C'est quoi le projet ici, là? Attendez, je vais voir ici. Ok, je vais quitter sur ma, mais... Ok. Voilà, on va y aller très vite. C'est ça. On écoute ensemble, mes amis. On écoute ensemble et puis on... Ah, je vais l'écouter. C'est intéressant. On va parler. Ok. Par exemple, l'arrivée de Laurent Tchaba à Makori, on voit Fofana Sendo qui s'est déplacé vers Annie Belikro. Donc il y a quelque chose sans doute pour se donner plus de chances de victoire face à des gens comme Abi Raoul et pour Fofana Sendo après 2 échecs à Port-Boué, trouver un bastion peut-être plus prénable. La grande faiblesse pour moi de cette liste, c'est la faible représentation des femmes. Et on en parlera. C'est la faible représentation des femmes. Une seule femme sur les 31 régions. À peine une dizaine, je pense, sur les mairies, ça. Il faut que le Conseil, la Commission électorale indépendante, soit exigeante sur la loi qui impose un tiers des représentants. C'est-à-dire, autant on a cette faiblesse des femmes dans la représentation en tête de liste, il faut vraiment invalider, pas que pour le RAGP, mais pour tous les partis, toutes ces listes qui ne vont pas répondre à la loi. Pour vous, ces listes-là ne doivent pas être validées. Quand il n'y a pas un tiers de femmes sur la liste, le Conseil, ça ne peut pas valider. La dernière question que pose le RAGP aujourd'hui, c'est le Moronou et Bongwanou. On voit qu'ils ont un candidat dans le Moronou. Or, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan nous avait annoncé en grande pompe une alliance avec le RAGP. Donc, on questionne cette alliance aujourd'hui. Est-ce que cette alliance-là est réelle? Et si elle est réelle, comment ça se fait qu'elle n'est même pas... Sylvain Desbailly et Dr Coran de réagir également sur la première question, notamment sur cette liste du RAGP. Sylvain Desbailly. Oui, en plus de ce qu'ils ont déjà dit, je voudrais relever que sur cette liste, finalement, c'est la décision du président qui a primé. Ce que j'ai noté de positif ici, c'est la méthode. La méthode utilisée pour choisir ces candidats. On a eu l'impression qu'il y a eu un premier jet pour susciter un certain effet d'annonce. Et puis, en définitive, on se réunit, on sort une liste. Cela a l'avantage de faire moins de dégâts. Même s'il y a quelques protestations ici et là, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ici, ce sont des choix. Et tout choix est par essence arbitraire. Celui qui se dit que c'est lui qui devait être choisi, qu'est-ce qui prouve que si lui il était choisi, il n'y a pas avoir de protestation aussi. Dans tous les cas, c'est d'aller à la compétition et de voir que ce qui prime ici, c'est l'intérêt du parti. Donc, celui qui peut mieux porter les aspirations du parti, je pense que à un moment donné, le choix qu'on fait, c'est par rapport à cela. Ce que je note également, c'est le fait que le RHDP n'ait pas fait trop de calculs, en tout cas en ce qui concerne certaines régions et certaines personnalités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, on a des gros calibres. Ils ont mis l'accent sur les gros calibres, c'est-à-dire les ministres qui sont en fonction au gouvernement, donc des gens qui ont déjà des noms et dont les noms peuvent parler aux électeurs. Quand je prends Yopougon, c'est Adama Bik Togo, c'est un gros calibre, c'est le président de l'Assemblée nationale. Quand je prends la région de la Bagoué, c'est Bruno Koné. Il est au gouvernement, ministre de la Construction. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, on aurait voulu avoir un petit changement quand même dans les choix, parce que on a l'impression que depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, c'est pratiquement les mêmes qui ont droit au chapitre. Quand je prends chez moi dans le Gore, oui, quand je prends chez moi dans le Gore, c'est Guégué Bagnon. C'est un vieux routier de la politique, certes, mais il serait peut-être temps que certaines personnalités prennent leur retraite politique. D'accord. Voilà, il faut se préparer à ça souvent.
Je pense que sur cette question de la liste électorale en elle-même, il y a deux aspects sur lesquels il convient de se prononcer. Il y a d'abord les choix concernant des personnes qui ont été désignées. Le RHDP est un vivier politique assez riche parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la manne publique. Et donc, forcément, beaucoup de cadres sont engagés dans les différentes circonscriptions, dans les sections du parti, travaillent aux côtés des populations et espéraient au final récolter aussi une certaine reconnaissance du parti. Donc il est clair que quand on a seulement un choix limité à 200 à peu près, donc il faut présenter, il y aura forcément des frustrés, donc on s'attend à ce qu'il y ait derrière des candidatures indépendantes. Alors mais ce qui m'intéresse surtout concernant justement les listes qui ont été publiées, ce sont surtout la dimension administrative du découpage électoral qui va guider donc disons la répartition des mairies au niveau de la Côte d'Ivoire dans ces élections. Ça donne l'impression qu'on va à une compétition où il n'y a pas d'enjeu parce que d'office, avec la concentration des mairies dans le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de suspense, le RHDP va forcément écraser ses adversaires. On se retrouve dans une situation où en Côte d'Ivoire, au nord, pour l'équivalent de 4 800 000 habitants, il y a une attribution de 76 mairies pour 4 millions, pendant que dans les 10 régions les plus au nord de la Côte d'Ivoire, et pendant que dans les 10 régions les plus au sud, qui font 13 millions d'habitants, ils ont seulement 59 mairies. Donc on se retrouve en comparant par proportion dans une situation où au nord, il y a une concentration de 3 fois plus de mairies qu'en bas. Je prends quelques exemples rapidement avant de terminer. Par exemple, moi je suis originaire dans le Béquet de la sous-préfecture de Langui-Bono qui fait 36 000 habitants. On n'a pas de mairie pendant que Komborodougou dans le Poro, qui a la moitié de la population de Langui-Bono, qui a seulement 16 000 habitants, a une mairie. Vous allez à Séguéla, par exemple, une localité là-bas, une sous-préfecture qu'on appelle Duala qui a seulement 9 000 habitants, a une mairie, pendant que dans la région de San Pedro, vous avez des localités là-bas comme Doba, qui a 95 000 habitants, donc qui fait 10 fois la population de Duala, mais qui n'a pas de mairie. Donc, je pense qu'au-delà de cet aspect de comparaison entre les localités, soit de l'intérieur, mais au niveau même d'Abidjan, il est inadmissible qu'en 2023, une commune comme Cocody, Abobo ou bien Yopougon ait seulement une seule mairie. Yopougon, c'est au moins une fois et demie tout Paris avec ses 20 arrondissements. À Paris, dans chacune des 20 arrondissements, il y a une mairie. À Yopougon, qui fait pratiquement un quartier d'Abidjan qui fait une fois et demie Paris, il y a une seule mairie pour gérer ce micro-État, parce que Yopougon fait 1,5 million d'habitants, la population de la Guinée équatoriale, à gérer par un seul maire. Quand on vient à Bobo, c'est le même schéma. Vous avez une commune comme à Bobo qui fait pratiquement la population du Cap-Vert et qui est gérée par un seul maire. Finalement, on se retrouve dans une situation où la mairie a un personnel administratif qui est tellement lourd pour pouvoir couvrir sa superficie, le besoin, de sorte que finalement, pratiquement 80% du budget de la mairie de Yopougon va aux tâches de fonctionnement. Et il n'y a pas d'argent pour investir. Donc je pense que la question était à l'étude à l'époque. Je me rappelle bien, le ministre Ahmed Bakayoko avait un projet de casser certaines grosses mairies. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'il y a des motifs politiques qui ont rattrapé ce genre de projet. Aujourd'hui, il y a une sorte de concentration des mairies dans le nord qui est anormale. Et pendant que dans le sud, où le sud qui contribue le plus aux recettes fiscales de l'État, il y a moins de couverture. On note bien sur ta vie. L'honorable Mubasso va réagir à un ensemble de choses. Oui, merci. Donc, dire merci aux réactions positives qui ont été donc émises sur la liste donc des candidats du RHDP. D'accord. Et aussi me prononcer un peu sur les difficultés que nous avons connues. Quelqu'un l'a dit, Sylvain l'a dit, c'est vraiment un processus démocratique qui a été lancé à la base pour impliquer autant que faire se peut l'ensemble donc des militants du parti, des cadres du parti aux différents choix. Donc il va sans dire qu'il y aura forcément des remous. Mais quand on parle de concentration de communes au nord par rapport donc au sud, je dirais toujours que quand on est sur un plateau, qu'on donne la base légale qui a amené donc au découpage administratif qui aboutit donc à la communalisation. C'est un processus qui n'est pas bloqué, qui est perfectible. Et la possibilité est donnée à tous les députés. Le député de Langui-Bono peut donc faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour révisiter le découpage
administratif de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est bon de dénoncer ces choses-là sans donner la base légale. Quand vous donnez des populations, des nombres d'habitants, sans tenir compte de la superficie, hein, alors que au niveau législatif, par exemple, avant 2011, le critère c'était 75% population, 25% superficie. Et puis à partir de 2012, c'est devenu 50% population, 50% superficie. Donc, ça vous donne au moins une base légale sur laquelle les décisions ont été prises jusqu'à maintenant. Donc, il faut que de plus en plus, on donne la bonne information aux populations ivoiriennes. D'accord. Je vais profiter pour vous demander de vous prononcer sur la faible représentativité des femmes sur cette liste des candidats du RHDP. Non, bon, c'est vrai, c'est un constat que nous faisons. Mais avec quelques points de satisfaction, par exemple, dans le Denguélé, vous avez 4 femmes non candidates sur 9, mais sur le total de la liste donc, du RHDP, vous avez au bas mot 22 femmes, mais la loi dont nous parlons dit que les 30% c'est sur la liste donc, du Conseil. Donc les efforts seront faits pour rattraper. Alors, je veux qu'on puisse réécouter la partie, je vais intervenir dessus, et puis après, je reviendrai un peu sur la question du découpage, comme ils appellent ça, communalisation, sur la communalisation, et l'exemple qui est pris sur le cas de Paris. Je pense que, je vais revenir rapidement en arrière, pour que, je pense que le député Mbasso, soit a mal interprété la loi qu'il a lui-même votée, soit il n'a pas compris la loi qu'il a votée. Dans tous les cas, il y a 2 cas. Parce que là où j'interviens sur ces propos, parce que moi, quand j'ai écouté le député dire ça sur le plateau télé, franchement, ça m'a dressé les cheveux. Ça m'a dressé les cheveux. Et je me suis dit, mais attends, c'est une mauvaise foi de banaliser la parité, qui a été une volonté du chef de l'État, qui a été une volonté du gouvernement ivoirien, qui est une volonté des autorités ivoiriennes, ou c'est quoi le sujet exactement? Parce que ce que a dit le député n'est pas vrai. Je suis désolée de le contredire, pour le coup je le contredis, parce que moi je vais me servir de la loi et je vais m'exprimer sur ça. Là, au niveau de la composition parce de que, différentes listes, on va écouter. Candidat du RHDP. Non, bon, c'est vrai, c'est un constat que nous faisons, mais avec quelques points de satisfaction, par exemple, dans le Denguélé, vous avez 4 femmes non candidates sur 9, mais sur le total de la liste donc, du RHDP, vous avez au bas mot 22 femmes, mais la loi dont nous parlons dit que les 30% c'est sur la liste donc, du Conseil. Donc les efforts seront faits pour rattraper ce... Je veux contredire monsieur le député Mbasso. Moi, sur la question des droits des citoyens, je suis très regardante sur ces questions-là. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je suis une citoyenne. Et je pense que la loi doit nous servir de guide pour poser nos pas. La loi doit nous servir de guide pour poser nos pas. Et c'est la loi qui va nous permettre de vivre ensemble le mieux possible. Parce que chacun ne peut pas faire sa loi. Chacun ne peut pas imposer sa loi. Mais on doit se définir à travers la loi. La loi que nous-mêmes nous votons, la loi que nos élus votent, nos députés votent. Et un député est d'abord aussi garant de la constitution, des textes de la constitution et des lois de la constitution. Le député a dit sur un plateau télé, et c'est quelque chose de public, donc c'est pas caché, il a dit publiquement, et pour moi, il a bafoué la loi qu'il a votée lui-même. Parce qu'il dit que la loi dit qu'il est satisfait en tant qu'un élu qui a voté une loi sur la parité où 30% des femmes doivent faire partie des candidates et non conseillers municipales ou conseillères municipales ou conseillères régionales. Non, c'est la liste que présentent les partis politiques. 30% doivent être des femmes et non 30% des conseillères municipales. C'est pas ce que la loi dit. Et je vais vous lire la loi parce que c'est écrit ici. Je vous ai toujours dit que c'est important.
le problème des citoyens, le problème de nos États, le problème de nos nations, le problème de nos cités, il faut éduquer la masse. Il faut apprendre à la masse ses droits, ses devoirs et ses obligations. Le jour que l'Afrique va avoir des citoyens, je dis bien des citoyens, on aura moins de crises en Afrique. On aura moins de crises en Afrique. Vous voyez, je prends l'exemple ici en France. Avec toutes ces tensions dans les rues, depuis combien de semaines, depuis combien de mois, à pourchasser même le chef de l'État à chaque déplacement avec des casseroles, des gamelles. Avez-vous entendu qu'il y a eu coup d'État ici? Non. Pourquoi? Parce que la masse est éduquée à la citoyenneté. Elle connaît ses droits, ses devoirs et ses limites. C'est ce qu'on appelle les obligations. Mais tant qu'en Afrique, dans nos États africains, on ne réussit pas à apprendre à la masse ses droits, ses devoirs et ses obligations, on aura toujours des États fragilisés par des crises ici et là, par des petites crises qui deviennent des grosses crises, parce que la masse n'est pas éduquée à la citoyenneté. C'est pour ça ici, quand j'écris, je signe, je suis une citoyenne libre, une femme engagée. Moi, je suis engagée pour la citoyenneté. Je prends ici à témoin la loi. La loi et le code électoral. Le code électoral se base sur les lois de la Constitution. Le code électoral n'est pas différent des lois de la République. Le code électoral n'est pas différent de la Constitution. Et Dieu merci, et que à la tête de la personne qui est en charge d'organiser les élections libres et transparentes, nous avons un haut magistrat, un grand magistrat qui est à la tête de cette institution. Donc, chaque jour, qui nous enseigne, si les Ivoiriens prenaient un peu de temps pour aller fouiller un peu sur le code électoral, comprendre un peu ce que c'est qu'une élection, comprendre ce que c'est que participer à ce scrutin qui est important, je pense qu'on aura des élections apaisées dans nos pays. On aura les élections apaisées sur le continent africain. Et nos députés sont d'abord les garants. Ils doivent porter le bon message, le bon ton et dire la vérité à nos concitoyens afin de leur permettre aussi de grandir, d'apprendre. Parce que sur un plateau télé, quand le député dit non, il est satisfait. Monsieur le député, vous ne devez pas être satisfait déjà pour commencer parce que c'est vous-même qui avez voté cette loi de la parité. Donc, quand vous avez une liste électorale sur laquelle, où il y a une seule femme, sur la liste aux élections régionales, il y a un problème. Et donc, vous ne pouvez pas vous satisfaire d'avoir une seule femme sur votre liste. Vous devez trouver d'autres arguments pour expliquer pourquoi, malheureusement, on n'est pas satisfait. On aurait voulu avoir plus de femmes sur nos listes, mais c'est un processus qui est en marche. On va essayer d'améliorer, mais pour le coup, on va essayer de se rattraper sur les conseillers municipaux et les conseillers régionaux pour rattraper cette loi qu'on a votée et qu'on n'a pas vraiment respectée, parce que la loi n'a pas été respectée. Je viens à la loi, monsieur le député. Vous qui me suivez, on va lire ensemble ce que dit la loi. Et je vous invite, vous pouvez aller chercher le code d'élection en Côte d'Ivoire, code électoral. Vous allez faire vos propres recherches et je vais aller trouver ça. Allez-y sur le site de la CEI, je pense que vous aurez toutes ces informations. La loi dit quoi? Article, parce que je peux vous dire, hein, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Article 149. Article 149. À partir de la page, bon, vous n'avez pas le livret, donc je ne vais pas vous dire à partir de la page, on va laisser ça. De la présentation des candidatures. De la présentation des candidatures. Donc, autant pour moi, on part à l'article 156, ici.
l'article 156, pour ceux qui vont voir. Vous voyez, je suis bien là. L'article 156. Que dit la loi, monsieur le député? Là, pour le coup, je vais vous contredire, parce que vous êtes censé nous expliquer la loi et non ignorer la loi. Là, pour le coup, je vais vous contredire. Article 156. Les candidatures aux élections régionales sont présentées sous forme de listes comportant autant de candidats que de sièges à pouvoir. Autant de candidats que de sièges à pouvoir. Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pouvoir dans la circonscription électorale considérée. Les listes de candidatures doivent comporter au moins, ça veut dire minimum, au moins 30% de candidatures féminines. C'est-à-dire les listes, et non les conseillers municipaux et régionaux, mais les listes, les candidats de partis politiques, les listes des candidats de partis politiques, et non des conseillers, doivent au moins comporter 30% des candidatures féminines. L'inscription des candidats de sexe masculin doivent être alternée avec celle des candidats de sexe féminin sur la liste. Toute liste de candidatures doit comporter un nombre égal de candidats ressortissants de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article. Je reprends. Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article. On vient aux alinéas de la loi. On a dit au niveau de la alinéas 3, 4 et 5. Que dit les alinéas, les articles de loi les alinéas de cette loi? Que dit ces articles 3, 4 et 5 de cette loi? On y va. On y va. On va lire. On y va. Alors, ici, je vous montre ici bien la loi. D'accord? Je l'ai ici. La loi promulguée par le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, lui-même, qui a promulgué cette loi. La loi dit, on va la lire ensemble, on va la relire. On dit que la répétition est pédagogique. C'est l'enseignement, c'est l'éducation, c'est pédagogique. Que dit la loi? Loi numéro 219-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté 2 points. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. 2 points. Article 1. C'est pas ça qui nous intéresse parce que c'est l'article 1. L'article alinéa 3, 4 et 5. Mais on va lire quand même l'article 1 pour que les gens comprennent la différence
entre de cette loi, c'est que la loi, elle dit, elle précise avec exactitude qu'elle exige aux partis politiques. Parce que la loi vous exige aux partis politiques de respecter la loi. On va y aller. La présente loi institue des mesures favorisant la représentation de la femme dans les assemblées totalement ou partiellement élues en augmentant ses chances, en augmentant les chances de la femme, en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées. Article 2. 2 points. La mesure mentionnée à l'article précédent s'applique au scrutin ci-après, c'est-à-dire les élections des députés à l'Assemblée nationale, les élections des sénateurs au Sénat, 30% minimum des femmes doivent être des sénatrices, 30% minimum des femmes doivent être des députés de la nation. On continue. Les élections des conseillers régionaux. C'est-à-dire conseillers régionaux, c'est la liste que présente le candidat. Les conseillers régionaux, il y a au moins peut-être 80% des conseillers régionaux sur une liste. Les 80%, minimum 30% de femmes doivent être dessus. Minimum, c'est-à-dire les conseillers régionaux aussi, 30% des femmes. Les conseillers de district, c'est-à-dire les ministres des districts, leurs conseillers, ils doivent avoir minimum 30% des femmes. 30% des femmes minimum des conseillers des districts. Les élections des conseillers municipaux, c'est-à-dire le maire, là, les conseillers municipaux à la mairie, là, au moins 30% des femmes doivent être dessus. Les conseillers municipaux. C'est ce qu'on dit, les listes sur les conseillers municipaux. Article 3, dont dit le code électoral que je vous ai lu, dit de se référer à l'article 3, l'article 4 et l'article 5. L'article 3 dit, pour les scrutins uninominaux ou des listes, donc il y a deux. Les scrutins, c'est-à-dire que les candidatures au conseil régional, les candidats à la mairie, ou des listes. Donc, il y a deux, c'est-à-dire qu'il y a deux notions. Un minimum de 30% des femmes sur le nombre total des candidats et non des conseillers municipaux. Là, les conseillers municipaux, c'est autre chose. Les candidats, c'est autre chose. 30% des femmes conseillers municipaux, 30% des femmes candidates aux élections municipales. C'est ce que la loi dit, monsieur le député. Et cette loi, c'est vous qui l'avez instaurée. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez votée. Les premières personnes à respecter la loi, ça doit être d'abord vous. Si l'opposition bafoue la loi, on peut dire oui, l'opposition bafoue la loi parce que ce n'est pas une loi proposée par l'opposition, c'est la majorité qui a proposé la loi, donc l'opposition piétine la loi, c'est politique. Mais monsieur le député, c'est vous qui avez proposé la loi. Si vous-même vous la bafouez, c'est politique ou c'est vous qui sabotez la volonté du président. Nuance. Moi, je ne suis pas... Sur ça, je suis intransigeante. Ah oui. Merci Olivia Winsper. La loi est claire. Elle a précisé les choses clairement. Continuons. Et ici, elle dit, la loi dit, toute liste de candidatures doit respecter l'alternance des sexes, de telle sorte que si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième soit de l'autre sexe. Article 4. Ici, ça a été mentionné par le code électoral. Le code électoral dit « Aucune liste de candidatures aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 3, 4, 5. » Je suis à l'alinéa 3. Là, on passe à la lettre 4. Tout parti politique ou groupement politique dont la liste atteint
au moins 50% des femmes candidates lors des scrutins prévus à l'article 2 de la présente loi bénéficieraient d'un financement public supplémentaire. C'est-à-dire que les partis politiques bénéficient déjà des subventions. Et on vous prie, c'est que la place de la femme là, on vous supplie, vous dit que si vous donnez aussi la place à la femme, on va vous payer vous les hommes. Eh ben dis donc, bravo, 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 brava, brava, brava. Eh ben dis donc, brava. Comme si les femmes étaient inutiles, on ne votait pas dans la société. Ben vous savez, vous allez pousser les femmes à adopter un comportement aussi comme vous. Oui. Parce qu'on va demander aux femmes de ne plus voter pour les hommes. Et puis on va voir si vous, les hommes, là, sans les femmes, là, vous pouvez être quelque chose. Et puis on va voir ça. Dans le pays, là. On va voir si, sans le vote de la femme, là, si vous pouvez devenir quelque chose. On va voir ça. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il ne faut pas banaliser le rôle de la femme ou banaliser la femme comme une option. C'est-à-dire que c'est que dans votre subconscient, vous voyez la femme comme une option. Oh, mon chien budune. On peut la prendre ici, la jeter par là, c'est pas grave. Mais monsieur le député, moi, Gouzan Naounou, j'accepterai pas. La femme n'est pas une option. La femme n'est pas une option. Elle n'est pas une option aujourd'hui. Elle ne sera pas une option demain. La femme a des droits qui doivent être respectés. Ah, ça là. Seulement non, je n'ai pas rigolé avec ça. Continuons. L'article 4, qui est cité dans le code. L'article 5, du moins. Les modalités du bénéfice de la subvention supplémentaire sur fonds publics pour le financement des partis politiques ou groupements politiques sont fixées par le décret. Mais quand on dit financement des partis politiques par des fonds publics, ça veut dire que nous, les contribuables, la femme là, on contribue au financement des partis politiques. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, je ne dirais pas que c'est un coup de gueule. Ce n'est pas un coup de gueule, c'est un coup de trop. Parce que le trop plein, le verre va verser. C'est pas bon. Vous voyez, comme je l'ai dit, si c'était les opposants qui avaient qui avaient saboté la loi, j'allais avoir la force même d'avoir des arguments pour défendre, pour dire, oh, si l'opposition, j'allais trouver des arguments pour justifier ça. Mais vous-même qui avez voté la loi, qui avez voulu la loi là, c'est vous-même qui avez saboté la loi. Donc, nous sommes désarmés, en fait. Mais comme la classe politique en général, en Afrique, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, elle est misogyne. C'est une classe politique qui est misogyne. Je posais la réflexion et j'en ai échangé. Et puis je me suis dit, mais j'ai lu les commentaires où des gens disent, mais les femmes n'ont pas manifesté leur volonté de participer aux élections. Je ris. La société, depuis les indépendances là, a favorisé les hommes en politique. Le système favorise les hommes en politique que les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme les hommes sont favorisés en politique, les femmes doivent multiplier d'efforts pour avoir leurs droits. C'est pour ça que j'ai pris les hommes sur le vote. Hier, les femmes ne votaient pas. Mais des femmes ont mené des combats. Elles n'ont pas fait l'unanimité quand elles menaient ces combats-là. Il y avait des femmes même qui formataient, parce qu'elles sont formatées. Elles sont formatées à accepter ce statut d'option. Elles sont formatées à accepter ce statut de femme canapé. Oui, parce qu'on va faire la promotion via les canapés. Donc les femmes elles sont formatées à ça. Du coup, quand des femmes se lèvent pour défendre ce droit pour le coup,
qui est un droit légitime, qui est un droit des femmes, qui est un droit de liberté. Il y a des femmes formatées qui disent « Ah, mais bon, c'est pas grave. Ah, est-ce que nous, les femmes, même, on a demandé ça? » Parce qu'elles sont formatées. Elles sont réglées à être ces options. C'est-à-dire que elles se contentent du fait que, bon, elles vont suivre soit un homme pour être nommées. Elles vont faire le salam alek pour être nommées. Mais c'est pour ça que j'ai fait mon poste. Je dis que, à un moment donné, c'est aux femmes de lever le ton, de prendre la voix, de dire non. La loi dit. C'est-à-dire, c'est pas une offense. C'est respecter juste la loi. Demander qu'on puisse respecter juste la loi. Ça, c'est pas une insulte. Ce n'est pas une offense. C'est légitime. C'est légal. Ce qui est légal là, ce qui est légitime et légal, si la femme elle-même reste bouche bée, n'est pas capable de s'offusquer, qu'on puisse piétiner ses droits. Si des femmes sont assises, qu'elles ne disent rien, qu'elles ne parlent pas, parce qu'à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a quelques femmes. Si ces femmes ne disent rien, qu'elles se taisent, qu'elles se complaisent dans leur vie, malheureusement, il y aura de petites femmes comme nous autres qui allons nous lever pour dire non, il faut respecter juste la loi. Qu'elle soit respectée ou pas, mais on l'aurait dit avec courage. Et ça, il en faut des femmes courageuses sur ce continent pour faire avancer le droit des femmes. Le droit des femmes, ce n'est pas le 8 mars. Ce n'est pas de porter le pagne, d'avoir des bouquets de fleurs, de manger du chocolat, de danser, d'en faire des concerts, des concertos. Ce n'est pas ça le droit des femmes. Le droit des femmes, c'est ça. C'est ça le droit des femmes. Maintenant, si nous ne sommes pas capables de faire respecter ça, c'est normal que les hommes nous bafouent, qu'ils nous prennent pour des options. Que cette classe soit de plus en plus misogyne. Parce que la classe politique, elle est misogyne. Elle est misogyne. Les partis politiques, là, il y a beaucoup de misogynes dans les partis politiques. Voyez, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que c'est triste. Quand j'entends un élu dire qu'il est satisfait d'avoir une femme comme candidate aux élections régionales, je comprends. Je comprends. On comprend parce que je ne dirais pas, on comprend aisément cette classe politique. Et ce n'est pas que le parti au pouvoir, hein. C'est tous les partis politiques. Les partis, que ce soit le PPACI, exactement. Le PPACI, il y a 2 femmes. Bon, 2 femmes, pas plus. On m'a dit qu'il y a une liste du FPI, donc avec du FPI qui est sorti. Je n'ai pas eu le temps de vraiment vérifier encore au niveau régional s'il y a plus de femmes. Vous voyez, c'est triste à dire, mais on ne peut pas continuer à se taire sur ces questions de droits de la femme. En Côte d'Ivoire, j'entends ONU 6 femmes, droits de la femme, et puis la jeune fille, droit de la jeune fille. Mais ici, ce qui est même est institutionnel, est législative. La loi en elle-même, si elle n'est pas respectée, ce n'est pas la femme qui est assise dans un foyer à la maison qui est battue par son homme que l'homme va respecter. C'est à partir de là que nous allons éduquer les citoyens. Parce que les premiers à protéger la femme, ce sont nos élus. Ils disent non. Déjà, la loi dit 30% de femmes. Mais on va se débrouiller. On va mettre les moyens qu'il faut. On va donner autant de moyens à ces femmes dans les régions, dans les communes, pour que la loi soit respectée, pour qu'au moins minimum on puisse avoir 30% de femmes. Quand les hommes politiques vont hausser le ton, lever le ton et dire la femme doit être respectée, elle a ses droits. Mais celui qui est assis, qui battait sa femme à la maison, il va réfléchir 2 fois. Il va dire, ah, la société a évolué, elle a changé. Hein. C'est pas la société où quand on va marier une femme avant, on prenait que de bœuf pour dire oui, on donne à l'homme pour dire voilà que de bœuf. Si elle était respectable, il faut la frapper. Non, la société, elle a évolué. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas des options. Les femmes sont des êtres humains à part entière. Et donc, mes chers frères et sœurs,
je voulais m'exprimer sur cette actualité. Parce que je prends toujours l'exemple de Rosa Parks. Aujourd'hui, j'entends, on voit des gens qui se réclament. Rosa Parks, c'est la femme qui a dit aux Blancs que je ne me lève pas, qui ne s'est pas levée de son siège dans le bus. Mais Rosa Parks, là, il y avait des hommes noirs qui montaient dans ce même bus-là. Et puis, quand on dit les hommes blancs, quand ils les voyaient, ils couraient, ils allaient au fond du bus, des trouillards. Ils se mettaient au fond du bus. C'est la femme qui a toujours libéré. C'est la femme qui a toujours sauvé. C'est la femme qui a toujours porté. Et cette femme-là, elle ne doit pas être bafouée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voyez? Rosa Parks, là, quand dans le même bus, là, quand elle montait là, les hommes montaient, les hommes noirs aussi montaient dans le même bus. Ils se mettaient au fond et puis ils étaient assis là-bas. Ils étaient comme des poules mouillées. Ils étaient là-bas, comme ça. Et puis ils regardaient les plats là. Et puis Rosa Parks, elle est montée un jour, c'est assise. C'est une femme. Quand ils sont montés, elle est assise. Ils sont choqués de voir que la femme ne se lève pas. Elle dit, je ne me lève pas. J'ai les mêmes droits que vous. Depuis lors, là, les hommes noirs s'asseyent dans le bus. Vous avez compris? Et je prends ça en exemple pour dire. Mais, je suis sûr qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Hein? Parce que quand elle est montée dans le bus, qu'elle ne voulait pas se lever là, il y avait des hommes noirs au fond là-bas, elle a gros yeux, leurs grosses lèvres là, elle a gros nez comme pour moi là. Ils étaient au fond là-bas, ils étaient là, ah, cela va nous créer des problèmes à cause d'elle maintenant là. Mais quand elle a dit, je ne me lève pas, oui, ils jouaient les fiers. Parce que la femme, c'est la mère, c'est elle qui porte. Voyez? Et je prends l'exemple sur les prophètes. Et j'ai toujours dit, les prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Les prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Que ce soit dans la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion même judaïste. Les prophètes là n'ont pas fait l'unanimité. Mais aujourd'hui, tout le monde, chaque communauté religieuse se réfère à un prophète. Et pourtant, ceux-là, ils n'ont pas fait l'unanimité. Ils ont été même lapidés, crucifiés. Ils n'ont pas fait l'unanimité. Mais tout aujourd'hui, là, à l'unanimité, chaque communauté se réfère à un prophète. Pour dire, j'ai pris celui-là. Parce que le prophète, c'est un guide. Et ça, c'est un guide. La constitution, aussi la loi, c'est aussi le guide. Notre guide des citoyens dans la société, là, c'est la constitution. Si le guide, là, n'est pas respecté, c'est pas l'être humain qu'on va respecter. C'est pour ça que je me battrai toujours. Oui, je le dis, je suis engagée pour parler des citoyennetés. Parce que je dis, sans ça, sans le respect des lois, on va arriver à des sociétés fragilisées et on va toujours fragiliser nos sociétés. Parce que si nous arrivons à respecter ça, si nous arrivons à respecter nos règles, on va arriver à des institutions fortes, à une société solide et à des citoyens élevés, consciencieux, qui connaissent leurs limites et qui savent les limites à ne pas franchir. Mais une fois qu'on ne respecte rien, chacun franchit la limite de ce qu'il pense être sa liberté. Alors que ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Moi, la mienne s'arrête là où commence ta liberté. Mais ça, il faut réussir à sensibiliser la masse pour qu'elle puisse comprendre ça. Donc, je vais dire sur la question que les partis politiques, tous les partis politiques, sans exception, ont failli à la règle de la loi. Ont bafoué la loi, n'ont pas respecté la loi. Et là, on me dit, mais que faire maintenant? Étant donné que les listes sont annoncées, que faire, Gouza? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai posé la question, mais vous avez pensé à quoi avant de publier la liste sans respecter la loi? Vous avez pensé à quoi d'abord? Parce que les consultations là,
Il y a les règles. Vous ne consultez pas sans regarder les règles. Donc, vous avez pensé à quoi? Parce que c'est tous les partis politiques. Hein. Ce n'est pas un seul parti politique. C'est tous les partis politiques qui n'ont pas respecté la règle. Les 30%, ce n'est pas un seul parti politique. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On me dit, mais là, vous avez publié, hein, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bon? Vous me posez la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je vais me permettre de faire une proposition. Mais la proposition, elle n'est pas dans la loi. Donc, que je la fasse ou pas, vous pouvez ne pas la respecter puisque ce n'est pas dans la loi. Donc, vous allez tout vous baser sur la loi. Ou vous révisitez vos listes. Là, c'est parce que là, on se base sur on s'appuie sur la loi pour dire, on va réviser les listes parce qu'on n'a pas respecté les 30% des femmes. Parce que la loi dit que si les partis politiques n'ont pas respecté les 30% des femmes, la liste ne sera pas validée. Donc, on va dire qu'on va se rabattre sur la loi pour dire, mais nous, on demande que vos listes ne soient pas validées puisque vous n'avez pas respecté les 30% des femmes. Ok, vous révisitez vos listes. Et si on le demande en s'appuyant sur la loi, nous avons raison devant la nation, devant le ciel, la terre et devant la loi. Parce qu'il faut que ce soit respecté. Maintenant, si, pour des questions, de dire, bon, dans les régions, on a besoin des femmes, parce que moi, l'argument de dire, les femmes là, elles ne se présentent pas. Mais quand vous partez faire campagne là, qui sont les mobilisatrices? Parce que c'est pas le candidat, la gueule d'un candidat qui gagne une élection. C'est ceux qui mobilisent qui font gagner le candidat. Oui. C'est pas la gueule du coq qui fait gagner l'élection. C'est ceux qui se mobilisent qui font gagner le coq. Mais ceux qui mobilisent, ce sont les poules qui mobilisent. Donc la poule qui mobilise, pour que toi tu gagnes là, tu penses qu'elle ne va pas gagner? Question. La poule qui mobilise là, et puis toi tu gagnes là. Toi tu penses que celle même qui est la reine de la mobilisation là, elle ne peut pas gagner, c'est toi qui vas gagner devant elle. On aura à se respecter. On aura à se respecter. Alors, moi, la loi dit 30% des femmes conseillères municipales. 30% des femmes conseillères régionales. Vous avez pensé que les femmes peut-être ne sont pas suffisamment à la hauteur, peut-être ne sont pas très intelligentes pour gagner des élections. C'est qui? Mais ouais, tu ne viens pas ici, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit ça. Voilà. Et donc, je pense que, qu'est-ce qu'il faut faire? On est face à une situation, c'est de discuter et de signer des accords et que vous fassiez des déclarations. Chaque parti politique va faire des déclarations devant la nation pour dire que on n'a pas respecté effectivement les 30% parce que dans les consultations, soit on a eu, il peut arriver des consultations, ça c'est interne à vous. Trouvez vos mots pour justifier la loi que vous n'avez pas respectée. Ça, je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche pour ça. Parce que je pense que vous êtes suffisamment intelligent. Vous devriez l'être, logiquement. Puisque nous, les femmes, on n'est pas suffisamment intelligentes. Donc, vous devez l'être. Voilà, donc je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche. Trouvez les mots que vous pouvez trouver pour justifier ce manque de respect de la loi. Moi, je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche pour ça. Vous débrouillez, vous trouvez vos mots pour trouver. Mais, de prendre l'engagement devant l'organe, devant la CEI, devant la nation, devant les citoyens, de dire que les 30% n'étaient pas respectés. Vous engagez, les partis politiques s'engagent à ce que au conseil municipal, il y ait 60% des femmes au conseil municipal. Pour qu'il y ait 60% des femmes au conseil régional. Pour réparer cette grossièreté. Cette erreur grossière. Parce que c'est une erreur, c'est une faute grossière. Donc, pour réparer la faute grossière, vous devez vous engager à ce qu'au conseil municipal, tous les partis politiques, là je parle de tous les partis politiques, RHDP, PPACI, FPI, PDCI, parce que la liste de PDCI n'est pas encore sortie.
Mais comme la classe politique est misogyne, je pense que le PDCI certainement va suivre aussi les traces. Va être de la traçabilité. Et donc, vous devez vous engager pour qu'au conseil municipal, il y ait 30% de femmes au conseil municipal. Qu'il y ait 30% de, 60% du moins, 60% de femmes au conseil régional, 60% de femmes au conseil municipal pour réparer votre faute. Ma grande sœur Chanelka, je t'embrasse. Encore Yako à toi. Oui, parce que c'est ce qu'on attend. On attend que votre liste, là, les différents candidats dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, là, que votre liste, là, il y ait 60% des femmes sur votre liste. Les conseils municipaux, les conseillers municipaux, là, 60% des femmes. Donc, 30% et l'autre 30% que vous n'avez pas respecté, là. 30 plus 30, ça fait 60. Donc, 60% des femmes au conseil municipal. 60% des femmes au conseil régional pour réparer votre impair. Et c'est sur ça, on est d'accord. Si vous vous engagez dessus, ah oui, on peut comprendre. Mais si vous ne vous engagez pas dessus, ah, chacun va porter son t-shirt pour marcher. Mes frères, c'est sûr, c'est cette proposition que je peux faire. Mais trouvez vos mots pour justifier le fait que vous n'avez pas respecté la loi. Ce n'est pas à moi de trouver les mots pour vous. Je suis vraiment désolé. Je ne vous mettrai pas l'eau à la bouche, ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il entend, il dit, ah, mais c'est déjà fait, cousin. Toi, tu penses comme en France. Tu penses comme en Occident. Mais oui, écoutez, je pense comme en Occident, je pense comme en France. Mais quand vous vous tenez dans les sommets, là, vous dites quoi là-bas? Vous dites quoi? C'est un monde planétaire. Hein? C'est un monde. Parce que toute élection, là, les partenaires vous regardent. Donc, la loi qui est en France qui dit le droit de la femme, c'est la même loi qui est en Côte d'Ivoire qui dit aussi le droit de la femme. C'est la même loi aussi qui est au Burkina qui dit le droit de la femme. C'est la même loi qui est au Bénin qui dit le droit de la femme. C'est la même loi aussi qui est au Gabon qui dit le droit de la femme. C'est la même loi qui est aussi au Cameroun qui dit le droit de la femme. Donc à un moment donné, c'est bien beau d'accuser les Occidentaux d'être le malheur de l'Afrique. À un moment donné, il faut que l'Afrique aussi puisse respecter les lois. Parce que tout est une question de loi. Je vous ai pris l'exemple comme la France. Malgré tout ce qui se passe en France ici, là, nous on vit en France, on voit ici au quotidien. Le président somme ses casseroles, on le poursuit avec les casseroles. Mais vous avez entendu qu'il y a eu coup d'État ici? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais ce qui se passe en France, là, si c'est dans un pays africain, il y a longtemps, mais le président n'est plus là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les lois. C'est tout. C'est pas magique, c'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Parce que ici, là, ils ont fait leur loi, ils ont éduqué la masse. Même un enfant de 5 ans, il va te dire, ah non, non, jamais. Ah non, mais pourquoi jamais? Il ne peut pas avoir des coups d'état. Ah non, jamais. Déjà, il est déjà éduqué, il est déjà formaté à ça. Parce qu'il connaît la loi. Il connaît ses droits, ses devoirs, ses obligations, les limites à ne pas franchir. C'est pas parce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes qu'on a en Afrique ici en Europe. Hein. Les mêmes problèmes qu'on vit en Afrique. Il y en a ici en Occident. Mais ils ne franchissent pas le pas. Parce qu'ils connaissent leurs limites. Mes frères et sœurs, s'agissant de 30% sur la loi, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais m'exprimer rapidement sur le volet de la communalisation des territoires. Il revient, comme je dis, aux différents partis politiques, enfin, des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, de se saisir de ces questions-là. Parce que je ne sais pas comment, sur quelle base les territoires sont découpés, définis pour pouvoir doter soit d'un gros village, une commune, à partir de quel nombre d'habitants. Si la loi dit, parce que moi je ne mets pas toujours sur la loi, vous voyez, c'est là que je dis, c'est la loi qui va nous, c'est notre guide qui est là, en tant que citoyen, voilà notre guide qui est là. C'est notre guide qui est là. C'est la loi qui nous guide. C'est la loi qui nous dit à gauche, la loi nous dit à droite, pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors si la loi dit que un village ou un gros village de 10 000 habitants, à partir de 10 000 habitants ou de 15 000 habitants, doit être doté, doit avoir une mairie, c'est que sur tout l'étendue du territoire, tous les gros villages de 15 000 habitants doivent être dotés des maires. Moi, c'est comme ça. Ça s'appelle l'égalité. Voilà. Sur tout l'étendue des territoires.
Parce que chaque député ne peut pas se lever pour dire, ah, comme moi je suis député, moi je souhaiterais qu'au sud, là, dans mon département, là-bas, il y a des gros villages, hein, je fais une loi. Chaque député ne fait pas sa loi à lui. La loi, elle s'adapte à tout le monde, à l'ensemble. Parce qu'une fois qu'on est député d'une circonscription, une fois qu'on est élu, on devient député de la nation. Donc, ta loi que tu proposes en tant qu'un seul député, elle concerne tout l'ensemble du territoire. La loi n'est pas une loi pour un député, pour chaque député. C'est la loi pour tout le monde. Donc, si la loi dit que des communes, des gros villages de 20 000 habitants doivent avoir une mairie, c'est que chaque village de 20 000 habitants sur l'ensemble du territoire doit avoir une mairie. Ça, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Et donc, je ne vais pas aller m'étaler plus dessus. Il revient aux parlementaires, aux députés, d'en discuter et d'évaluer les choses et d'en discuter au sein de l'hémicycle. Leur rôle, c'est de parler de ces questions-là à l'Assemblée nationale ou de saisir des commissions d'enquête parlementaires ou de saisir le bureau du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir évaluer, parce que je ne connais pas sur la communalisation. Je ne me suis vraiment pas penché pour comprendre la loi dessus, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette question-là. J'ai vu aussi un intervenant sur le plateau prendre le cas Paris en exemple. Alors, je voudrais juste m'exprimer brièvement là-dessus aussi. Vous voyez, c'est tellement facile de prendre des exemples sans comprendre le contexte. Paris, parce que quand on dit Paris, ce n'est pas une commune, c'est un département. Paris est un département. Ce n'est pas une commune. Hein. Parce qu'il ne faut pas confondre la commune de Yopougon à Paris ou la commune d'Abobo à Paris. Non. Paris est un département comme Abidjan. Parce que Abidjan est le département comme Paris. Donc, Paris est un département dans lequel il y a des communes. Donc, on les appelle les arrondissements. C'est comme un escargot. C'est pour ça qu'on a petite couronne parisienne, qui est le périphérique intérieur, grande couronne parisienne, qui est le périphérique extérieur. Donc, Paris, c'est un département comme Abidjan. Ce n'est pas Yopougon, ce n'est pas Abobo, c'est Abidjan. Donc, considérez Paris comme Abidjan, c'est un département. C'est une région du moins. On peut dire région ou département. Je dirais département parce que la région, c'est l'Île-de-France. Donc, c'est le Grand Paris. C'est le Grand Paris. Donc, Paris est un département comme Abidjan. Abidjan est un département. Dans Abidjan, on a plusieurs communes. Dans Paris, on a plusieurs communes. Donc, on a plusieurs communes. La gestion des communes, c'est autre chose. Ce n'est pas le fait de découper les communes en minuscules, en fonction, pour créer des communes communautaristes au sein des communes qui va résoudre le problème de la gestion des communes. Moi, je pense que non. Le fait parce que le découpage des communes voulu par certains ici et là, on va se retrouver avec un découpage des communes où il n'y aura pas de mixité sociale. On va avoir des communes communautaristes. Et donc, les gens ne vivront plus ensemble, ils vont vivre en face à face. Et on va se replonger dans des crises communautaires au sein des communes. Donc, je pense que le problème de la gestion des communes, ce n'est pas la question des découpages des communes. La gestion des communes, il y a un maire. Je prends le cas, que ce soit Abobo, qui est une grande commune, que ce soit Yopougon, qui soit une grande commune, que ce soit Port-Boué, qui soit une grande commune. Mais messieurs les intervenants, je veux attirer l'attention de l'intervenant qui a pris Paris en exemple. Le maire, il gère une commune. Mais le maire a des conseillers. Les conseillers sont départagés en fonction des secteurs. Donc, c'est la gestion de la commune. C'est pour ça que je dis que les élections municipales, c'est un projet de commune. C'est un projet de commune, c'est un projet local qui touche directement les personnes qui vivent dans la commune. Les élections municipales, ce n'est pas les élections nationales, hein, c'est municipal. Ça concerne, si on prend Yopougon, ça concerne ceux qui habitent à Yopougon. Ceux qui habitent à Yopougon, ils ont leur réalité qui n'est pas la réalité de ceux qui habitent à Bobo. Ceux qui habitent à Bobo, ils ont leur réalité qui n'est pas la réalité de ceux qui vivent à Cocody. Ceux qui vivent à Cocody n'ont pas les mêmes réalités que ceux qui vivent à Koumassi. Ceux qui vivent à Koumassi n'ont pas les mêmes réalités que ceux qui vivent à Port-Boué. Donc, chacun a ses réalités, chaque commune a ses réalités, a ses besoins, a ses problématiques. Donc, le maire de commune, c'est celui-là qui a des conseillers. Ces conseillers, en fonction des réalités de la commune, parce que il faut pas
rendre les maires paresseux. La difficulté que nous avons des maires paresseux et très, très paresseux. Le problème, il est là. Il faudrait qu'on arrive à sanctionner nous-mêmes ces maires paresseux. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas les maires paresseux, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. Le maire doit travailler pour la commune. Et il ne doit pas travailler pour autre chose. Premier point. Vous avez des maires qui n'habitent pas la commune. Déjà, c'est grave. Comment vous voulez que quelqu'un qui n'habite pas la commune puisse diriger une commune dans laquelle il n'habite pas? Dites-moi. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de citoyenneté. Si le maire habite la commune, il connaît les réalités de la commune. Il sait que quand il sort de chez lui, qu'il prend sa voiture là, il va passer dans les flaques d'eau. Donc, il se dit, la route là n'est pas bonne. Mais il n'habite pas là. Il va savoir quoi des problématiques. Ça fait. Le maire de la commune ses enfants doivent aller à l'école, dans l'école publique de la commune. 2. Si le maire là, ton maire là, si ses enfants vont à l'école de la commune, il va prendre soin des écoles de la commune. Il va être très regardant parce qu'il sait que ses enfants vont à l'école aussi là-bas. Mais le maire de la commune, ses enfants ne vont pas à l'école là, ils vont à l'école à Cocody ou bien ils vont à l'école classique. Lycée classique français, c'est là-bas ses enfants vont à l'école. Le maire, avant qu'il n'avait rien là, une fois qu'il devient maire, ses enfants sont à l'école classique. Mais c'est l'argent de la commune, le budget de la commune qu'on lui donne. C'est ce qu'il prend pour s'occuper de ses enfants. Pourquoi tu veux qu'il arrange les écoles de la commune? Puisqu'il s'en fout, ses enfants vont à l'école là-bas. Donc, si à vous, la question des communes, ce n'est pas une question de découpage forcément. Là, je quitte le côté territorial. Je parle des communes. Parce que j'entends dire, oui, il faut qu'à Bobo, il y ait 4 maires. Il faut qu'à Yopougon, il y ait 4 maires. Non, c'est pas la question d'avoir 4 maires ou 5 maires dans une même commune qui va faire que le maire va travailler. C'est pas ça. On est en train de fausser le débat. Le débat, c'est, il faut exiger que les maires travaillent dans leur commune, pour leur commune, et non pour eux et leur famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les citoyens vont comprendre ça, les maires vont pousser. Vous connaissez vos droits. Vous devez connaître le budget que l'État donne à la commune. Donc, la gestion de la commune, ce sont les recettes. Les recettes, c'est qu'est-ce que la commune rapporte à la mairie. Et donc, vous, en tant que citoyen, vous devez surveiller les recettes. C'est quoi qui rapporte l'argent dans la caisse de la commune? C'est quoi? C'est le marché. Donc, vous devez être très exigeant ce que ceux qui sont au marché là payent. Ils payent leur place du marché. Et que l'argent du marché là, quand vous partez là, vous devez compter les places du marché déjà. Vous dites au marché là, il y a tel nombre de places. C'est les femmes, les gens qui ont les places, ils payent combien déjà? Donc, toi-même en tant que citoyen, tu peux calculer. Donc, vous devez être exigeant avec vos maires, leur demander quelles sont les taxes de la commune concernant le marché. Donc, le marché doit rapporter ça. Ça doit aller dans la caisse de la mairie. C'est l'argent qui rentre dans la caisse de la mairie, là. C'est cet argent-là qu'on va prendre pour arranger la commune. C'est ce qu'on va prendre pour travailler dans la commune. Mais si la corruption est à tous les niveaux, l'argent s'évapore. L'argent ne rentre pas dans la caisse de la commune. L'argent n'est pas déclaré auprès même du ministère de l'Intérieur. Parce que les maires sont sous la responsabilité. Leur ministre de tutelle, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est que les mairies, quand ils font leur bilan, ils sont toujours en déficit. Alors que c'est une mairie qui rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez beaucoup de commerçants. Comment une ville où il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de commerçants, et puis tous les jours, les dépenses, là, quand on fait le bilan de la mairie est en déficit. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, l'argent, là, il y a quelqu'un qui vole. Et celui qui vole l'argent, là, ce n'est pas le citoyen lambda. Ce n'est pas le gardien de la mairie. C'est à la tête. C'est là que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous soyez des citoyens, vous vous appropriez les lois pour connaître vos droits et connaître vos obligations. Et vos obligations, c'est de poser les questions aux différents candidats qui viennent face à vous. Quel est le budget que l'État alloue à chaque mairie? Vous devez savoir, moi, souvent je m'ennuie, comme on peut dire ça comme ça, pour faire des recherches. Je m'avais fouillé et dit, mais quelle mairie là? Mais quel est leur budget? Il n'y a pas de comptabilité. Tu regardes dessus, il y a pas. Alors qu'en France, ici, là, tu vas sur n'importe quelle mairie, tu vas voir recettes fiscales, tu vas voir entrant, tu vas voir les recettes, tu vas voir les dépenses, tu vas voir la dotation de l'État. Donc, tu calcules, tu sais que le maire travaille. Mais en Afrique, il n'y a pas. Mais c'est pas bilan. Il estime qu'il n'a rien à vous dire. Bon. Et comme vous aussi, vous êtes tellement dans la bassesse et la petitesse
et qu'ils jouent de ça. Ils savent que vous ne comprenez rien. Sabine Lopou, merci. Ils savent que vous ne comprenez rien et que vous ne voulez rien comprendre. Et puis, eux, ça les arrange. Plus vous êtes abrutis, plus ça les arrange. Ils disent, oh, ils ne vont pas nous poser des questions. Ceux-là, il ne faut pas trop chercher à les éveiller. Ils vont venir nous emmerder ici, avec les Facebook, là. Il y a des gens qui viennent expliquer les choses. Les gens, là, ils posent questions maintenant. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, appropriez-vous la loi, vos droits et vos obligations. Ça, c'est ce qui concerne les mairies. Et donc, je pense que vraiment, la question de découper à Bobo en 10 va rien changer. Ou découper Cocody en 10 mairies va rien changer. Bien au contraire, ça va foutre un désordre. Déjà, même les élections, même pour organiser là, c'est tout un tollé. Déjà que c'est un tollé. Pour avoir les élections apaisées là, c'est tout un tollé. Est-ce que vous savez comment Paris fonctionne au niveau de l'organisation des municipales? Ah non. Toutes les communes de France, là, quand ils finissent là, Paris n'a pas encore fini. Hein. De toute façon, c'est compliqué ici à Paris, la mairie de Paris là, parce que il y a chaque maire dans les arrondissements de Paris, mais au-dessus des maires des arrondissements, il y a la maire de Paris. Ah, donc vous ne pouvez pas dire Yopougon et puis Paris. Non, 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 vous ne savez pas comment ça fonctionne. Déjà ici, même eux-mêmes là, qui sont arrivés à un certain niveau de discipline, même dans les élections là, c'est compliqué. Et vous, ça va être encore pire. Donc, ce côté de découper les mairies en plusieurs morceaux là, pour l'instant, on veut savoir combien chaque mairie gagne dans les dépenses de la mairie, les recettes de la mairie, avec qu'est-ce que le maire fait avec cet argent-là. On n'a qu'à déjà régler ce problème-là. Et puis après, on va voir le côté des découpages. Ça, c'est cette question de mairie-là qui fait un peu... Je pense que j'ai terminé là-dessus. Et je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant un petit tour d'actualité sur oui, on va y aller, sur... attendez, j'y viens. Voilà. Sur le communiqué du bureau d'information d'information et de presse des armées. Donc, sur le cas de l'EMPT. Vous m'avez posé la question sur le cas de l'EMPT concernant un personnage qui s'amuse à jouer avec les symboles de l'État. Oui, c'est un personnage qui s'amuse à jouer avec les symboles de l'État. Très sincèrement, je ne vais pas être longue là-dessus. Je vais dire une seule chose. C'est toujours la question de la loi. Si les gens ne connaissent pas leurs limites, ils vont toujours aller plus loin, chercher à aller plus loin. Quand les gens ne connaissent pas leurs limites, parce que c'est la loi qui nous délimite, hein. C'est la loi qui met les limites à chacun. Et seule la loi va nous permettre de connaître nos limites. Parce que ta liberté s'arrête là où commencent les autres. La mienne, là, s'arrête là où commence ta liberté. Donc, c'est seule la loi qui va nous permettre. Et ce personnage, je pense que c'est comme un enfant hyperactif. Voyez? Un enfant hyperactif, c'est celui qui ne gère pas ses pulsions, qui est agité. Et si on ne sait pas mettre les limites à cet enfant, il va toujours plus loin. Il pousse toujours plus loin, croyant qu'il est intéressant. Et c'est quand il voit du monde qui commence à être agité, il pense qu'il est intéressant. Donc, voyez, à un moment donné, il faut savoir mettre les limites pour dire, maintenant, stop, ça suffit. Et je pense que ce communiqué devrait pouvoir interpeller les uns et les autres. Parce que c'est pas avec tout on joue. C'est pas avec tout on joue. Moi, je vois souvent les gens s'asseoir sur les voitures de police en Côte d'Ivoire, puis ils font selfie, ils font photo. J'ai regardé ça jusqu'à je me suis jamais prononcé dessus. Moi, je vous le dis. Je ne me suis jamais prononcé dessus. Et puis aujourd'hui, je vois l'armée qui fait un communiqué. Et là, j'ai dit, ouais, je vois la différence entre les militaires et les policiers. C'est pour ça en France, on les appelle les poules, les policiers là. Parce qu'il y a une légèreté, il y a un laisser-aller, c'est pas normal. La voiture de police, est-ce un jeu de bad buzz? Est-ce que la voiture de police est un jeu de bad buzz? C'est juste la question que je vais poser. Mais on voit ça, les gens s'en vont là, ils voient les policiers comme les camarades. Ils s'en vont sur les voitures, ils arrêtent, ils font selfie. Mais comment vous voulez qu'on respecte? Ce sont des symboles de l'État.
Ce sont les symboles de la République. Si les symboles sont bafoués, ne sont pas respectés, qu'est-ce que vous voulez? Donc les gens se disent qu'ils peuvent aller plus loin. À un moment donné, stop. Stop. Parce que ces gens pensent qu'ils sont intouchables. Ils le disent eux-mêmes. Nous sommes intouchables. Qui peut nous faire quoi? Nous, on s'en fout. On ne peut rien nous faire. Mais ils savent c'est quoi ils comptent et puis ils racontent ça. Mais c'est vous qui leur avez permis de faire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez donné l'occasion pour qu'ils puissent bafouer les symboles de l'État. C'est pas autre, c'est vous. Donc aujourd'hui là, vous êtes face à votre responsabilité, assumez. Qu'est-ce que moi, je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que ici, quand on dit quelque chose, on dit, oh, elle est jalouse, elle est ceci, elle est cela, il est ceci, il est cela. Maintenant, on est étonné. On est étonné. Donc, le communiqué est tellement clair. Ça démontre, voyez, voilà la différence. Le communiqué dit, dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, un certain Monsieur Makosso prétend avoir été pensionnaire de l'école militaire préparatoire technique dans une tentative de justifier sa propension à abhorrer des tenues aux motifs militaires. Cela en totale inobservation des dispositions encadrant le port de l'uniforme des armées. Le Bureau de l'information et de la presse des armées, tout en saluant la publicité ainsi faite à l'établissement militaire, invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. À partir de là, tout est dit. L'EMPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont des véritables identités remarquables, toutes des compétences, des vertus et des sagesses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça? C'est fini, tout est dit. Parce que vertu, la morale, la sagesse, l'intelligence, l'éthique, le code, la conduite, déontologie. Vous voyez, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Parce que tout est dit. Et c'est tellement écrit de façon intelligente, pertinente, qu'on n'a plus rien à rajouter. Mais je dis que c'est certains politiciens en Côte d'Ivoire qui ont permis que les gens s'octroient cette légèreté un peu partout. Parce que c'est eux qui ont permis ça. Et ça, il faut le dire. C'est certains politiciens ivoiriens, je ne sais pas, ils sont en quête de quoi, ils sont à la recherche de quoi, ils recherchent quoi exactement, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça, ce qui est dit. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je me dis que chacun va en tirer les conclusions, chacun va assumer sa responsabilité. Et puis voilà. Donc, mes frères et sœurs, je n'ai plus rien à dire sur ce sujet. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je pense que l'auteur, la sagesse va permettre aux uns aux autres de savoir que à un moment donné de la République de Côte d'Ivoire, le bad buzz, là, il faut savoir s'arrêter. En fait. Il faut savoir s'arrêter. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas de la saleté que chacun va prendre comme ça pour faire des bad buzz. Non, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Parce qu'il y a les insignes de la République à lesquels on ne joue pas. Il y a des symboles de la République à lesquels on ne joue pas. On ne joue pas avec les symboles de la République. On ne joue pas avec les... On ne fait pas du bad buzz avec les insignes de la République. On ne fait pas du bad buzz avec les symboles de la République. Faites votre bad buzz entre vous. Vous prenez la Bible, vous chiez dessus, vous essuyez les fesses, vous jetez aux chiottes. C'est votre problème. C'est le choix religieux. Mais les symboles et les insignes de la République, on ne joue pas avec ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je trouve malheureux aujourd'hui que sur le continent,
On se retrouve aujourd'hui avec cette fragilité spirituelle. Mais ça sera l'ordre d'un sujet, ça sera le sujet d'un autre entretien avec vous un dimanche où on parlera, comme j'avais dit, je voulais parler avec vous des spiritualités, des religions et de la place de Dieu. L'image qu'on donne à Dieu, c'est quoi? Parce que moi, je parle pas trop de religion, pas parce que je ne crois pas en Dieu, mais parce que j'estime que chacun a sa religion et chacun a sa sensibilité religieuse. Mais il y a tellement de bêtises sur ce continent-là. J'ai vu une vidéo même. Tu vois souvent, tu dis, les gens pratiquent complètement l'hypnose et ils viennent mentir aux gens qu'ils opèrent des miracles. Et donc, vous voyez, un continent de pauvres spirituels. Bon. Mes amis, très belle soirée à chacun d'entre vous. Et puis, je vous dis la prochaine fois, si j'ai un bout de temps, on va s'entretenir, on va se parler ensemble. Merci. Merci Olivia Whisper. Parce que les gens confondent, vous voyez, la démocratie, là on va parler de la démocratie un jour aussi. Les gens confondent la démocratie et la liberté d'expression et le désordre. La liberté d'expression, c'est ce qui te permet d'argumenter, c'est ce qui permet de choisir, d'aller voter qui tu veux. La démocratie, c'est ça, la liberté d'expression, ta liberté, l'expression démocratique là. C'est on dit tu vas aller choisir dans les urnes, tu choisis qui tu veux. C'est qu'on ne t'oblige pas avec un coup de fouet pour aller choisir quelqu'un. On ne te fouet pas un coup de fouet pour dire il faut faire tel métier forcé. On ne te chicote pas un coup de fouet pour dire oui tu dois forcément manger ça. C'est ça la liberté au fait. Mais aller bafouer les insignes de la République, aller piétiner les symboles de la République, aller bafouer l'autorité de l'État, c'est pas ça la liberté. Tu t'as mis à ça dans la loi, là, c'est écrit. La loi condamne ça. Donc, je t'inviterai, je ne sais pas si c'est M. Soro qui est là, qui parle de ça, je t'inviterai. Pourquoi vous mettez les noms Soro, là, vous êtes toujours bizarre comme ça même. Bon, enfin, bref. Comme lui, en ce moment, il se repose, là, je vais le laisser dans son coin là-bas. Vous voyez, M. Soro qui s'est connecté là, qui parle de démocratie là, je t'invite vraiment à t'acquérir ça. Tu vas le lire. Ça va te faire une lecture, tu vas comprendre ce que c'est que la démocratie, la liberté, la République, les lois, et tu vas comprendre ça. Très belle soirée à vous tous. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci à chacun d'entre vous. Bis.